je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous filmer enfin mon grand bilan lecture de l'été qui réunit du coup toutes mes lectures de juin, juillet, août. Normalement je suis censée vous faire un bilan lecture par mois, mais comme j'avais déjà zappé juin et juillet, je me suis dit autant intégrer août et faire un grand bilan lecture de l'été. Ce qui fait que je n'y ai pas mis les 2-3 titres que je n'ai pas encore terminé de lire, histoire que ça fasse la vidéo un petit peu moins longue, parce que du coup j'ai pas mal de lectures à vous présenter. Donc allons-y tout de suite avec le premier manga que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit de Love Mix Up, que j'ai lu du coup du tome 4 à 8. Il me manque encore le tome 9 qui vient tout juste de sortir, il me semble. Dans Love Mix Up, on suit un boss love, donc avec un lycéen qui est fou amoureux de sa voisine de classe. Et le jour d'un examen, il oublie sa gomme, sa voisine lui prête sa gomme. Et en enlevant le petit carton qui entoure la gomme, il voit Ida Cœur, et Ida c'est le gars qui se trouve assis juste devant lui, qui est un gars assez populaire dans le lycée, et il sait donc qu'il n'a aucune chance avec cette fille là, et donc il décide de préserver toutefois son amitié avec elle, le début d'une amitié où il commence petit à petit à se faire confiance, à se faire à se connaître. Et ce gars-ci, il va laisser malencontreusement tomber sa gomme pendant cet examen. C'est Ida, du coup, assis devant lui, qui va récupérer sa gomme, voir l'inscription cœur Ida, et du coup, dans sa tête, se dire que le mec assis derrière lui a des sentiments pour lui, et Ida, il s'est jamais vraiment posé de questions sur sa sexualité, sur la romance de manière générale, même si c'est un gars très populaire. Voilà, pour lui, la romance, les relations amoureuses, ça lui passe totalement à côté. Et du coup, il va avoir une réaction à laquelle notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom, ne s'attendait pas. C'est que déjà, il va garder le secret pour préserver son amitié avec la fille qui lui demande du coup de garder le secret pour pas qu'Ida sache qu'elle est amoureuse de lui. Et du coup, il va garder le secret et il va lui faire croire qu'il a effectivement des sentiments pour lui, mais qu'il ne veut absolument pas le forcer à l'aimer. Et du coup, Ida a une réaction à laquelle il ne s'attendait absolument pas. C'est qu'il lui dit « Écoute, je vais pas te donner ma réponse tout de suite, je préfère qu'on fasse connaissance d'abord, qu'on se rapproche d'abord, parce qu'on est juste, pour moi, camarades de classe et on s'est jamais vraiment trop rapprochés depuis le début de l'année. » Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont commencer à se faire connaissance, à se comprendre, à se rapprocher petit à petit et comprendre aussi qu'il y a un quatrième garçon dans ce quatuor amoureux, et on est vraiment dans le quatuor amoureux le plus basique qui soit. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que en fait, en lisant ce manga-ci, donc il me manque encore le tome 9, j'ai vraiment eu ce même sourire niais béat qu'en lisant et en regardant Heartstopper. Il faut savoir que Love Mix Up, j'en ai entendu parler d'abord par son adaptation drama que j'avais vue, donc son adaptation drama japonaise, parce qu'en ce moment il y a aussi une adaptation drama thaïlandaise qui est diffusée et dont je suis beaucoup moins fan. Pour tout vous dire, j'ai arrêté au bout de 10 minutes du premier épisode, donc vraiment, l'adaptation thaïlandaise n'était pas pour moi, alors que j'aimais beaucoup le casting, mais bon. Bref, et j'avais adoré le drama japonais, et comme en regardant Heartstopper pour la première fois, j'avais vraiment ce sourire béat niais pendant tout mon visionnage. C'est vraiment le genre de romance, de comédie, toute mignonne, toute douce, qui fait pas réfléchir, sans de drama à souhait. Pendant tous les épisodes où il faut attendre 50 épisodes avant d'avoir le premier bisou, voilà, on est vraiment dans tout ce qui est de plus mignon, de plus simple, sans drama, sans relations toxiques, mais qui aborde quand même des sujets pas évidents du tout, comme dans Heartstopper finalement, mais ce sont d'autres problématiques qui viennent s'ajouter du coup dans ce quatuor amoureux, notamment le manque de confiance en soi, le manque de communication, même si ce point-là est rapidement quand même, je trouve, assez amélioré dans la série, où justement les personnages essayent de communiquer entre eux, mais n'y arrivent pas forcément parce que ils sont juste des lycéens et ils sont à l'ordre de leur première relation, donc c'est pas forcément évident pour eux, ni même de faire face à cette homosexualité à laquelle la majorité des personnages du manga
ne s'y attendent pas, que ce soit aussi bien leur connaissance que le couple principal concerné. Personne s'y attendait vraiment. Donc voilà, c'est plein de problématiques un petit peu différentes de Heartstopper. Il n'y a pas de thématique aussi sombre qu'on peut croiser dans Heartstopper. Je ne vais pas vous les révéler si vous n'avez toujours pas vu ou lu Heartstopper. Mais c'est vraiment un manga tout mignon et j'espère vraiment vous le faire découvrir. Si ce n'est toujours pas fait, allez-y, lisez-le, j'ai adoré. Ensuite, j'ai reçu 2 services presse de Babelio grâce à leur masse critique. Donc le premier, c'était un guide, alors je me souviens plus du titre, je vous mettrai l'image juste ici ou juste ici. C'était un documentaire sur des conseils d'écriture. Alors je l'ai vraiment demandé, mis dans ma liste de souhaits uniquement pour les conseils d'écriture, parce que sinon c'est une enquête sur les scénaristes de Plus belle la vie. Alors j'ai jamais vu Plus belle la vie et je me fous complètement de cette série-ci. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment les conseils que je pouvais repérer dans ce documentaire-ci. Alors, il y en a qui sont assez intéressants. Si vous voulez le prendre comme moi, juste pour avoir les conseils d'écriture, si vous êtes auteur, clairement, il y a des livres qui correspondront beaucoup mieux que celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment si vous êtes vous-même scénariste, là ça peut le faire. Et d'autant plus que là, ce qu'explique du coup les différents points de vue des différents scénaristes interviewés pour cette enquête-ci, c'est qu'ils sont vraiment une très grosse équipe de scénaristes. C'est Plus belle la vie, c'est vraiment des épisodes de manière quotidienne qui sont diffusés, donc forcément il leur faut une grosse équipe pour pouvoir vite avancer, et que justement il disait que s'il y en a un qui a un blanc, qui n'a plus d'idées et qui ne sait pas quoi faire pour avancer son épisode, ben justement il y a toute une équipe de scénaristes, ce qui fait qu'ils sont rarement dans la mouise la plus totale. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour les aider à avoir une nouvelle idée, et ils n'hésitent pas à demander du coup conseil aux autres scénaristes de la série. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant comme la manière dont ils s'organisent autour d'eux avec cette grosse équipe-là. Moi, en tant qu'écrivain, c'est vrai que juste toute seule, du coup, j'ai pas d'équipe ni rien, j'écris juste toute seule de mon côté. J'ai toujours de gros problèmes de concentration, et justement pour avancer dans mes différents projets d'écriture, j'ai toujours énormément d'idées, ce qui fait que toutes ces idées sont assez brouillonnes dans ma tête. Et il y a quelques petits conseils, 2-3 conseils d'organisation et même d'ateliers d'écriture très simples, des exercices d'écriture très simples à faire chaque jour. Donc c'est vraiment des petites choses comme ça qui sont assez sympas dans ce recueil-ci. Si vous êtes scénariste, allez-y. Si vous êtes fan de Plus belle la vie, allez-y aussi. Mais voilà, comme je disais, si vous êtes juste écrivain, c'est pas forcément le meilleur documentaire vers lequel je vous conseillerais de vous diriger. L'autre l'autre livre que j'avais reçu de la part de Babelio pour les masses critiques, c'est un roman de jeunesse pour le coup, soit Les orphelins d'Argentan. Et on est vraiment dans un roman jeunesse très ambiance gothique, avec toujours cet aspect un peu d'orphelinat sombre, mystérieux, qui rappelle d'ailleurs très fortement les romans gothiques à lire pour Halloween. Donc vraiment un roman à mettre dans votre Pumpkin Autumn Challenge, comme on est en plein dedans. Vous pouvez totalement y aller, surtout si vous avez des piles à lire conjointes avec vos enfants et que vous avez des enfants dans votre entourage. N'hésitez pas à leur conseiller soit Les orphelins d'Argentan. On suit une jeune fille qui perd ses parents et qui se retrouve séparée de ses frères en entrant dans un orphelinat, du coup dans un pensionnat. Et elle va très vite se rendre compte que dans ce pensionnat, il y a quand même pas mal de choses louches qui se passent dedans. Notamment tous les pensionnaires de cet orphelinat travaillent la soie. Alors c'est vraiment un orphelinat qui n'accueille que des jeunes filles, et les jeunes filles travaillent la soie du coup, sauf que cette soie est très particulière et cache bien des secrets, et notamment autour des toiles d'araignée. Bon, sachant que j'ai la phobie des araignées, ça reste quand même très jeunesse et ça reste très accessible. Je n'ai pas eu peur pour autant, voilà, des araignées dans ce roman-ci. Ça passe totalement. Si vous avez la phobie des araignées, ça passe totalement.
Ça passe totalement et c'est ce que j'ai apprécié d'ailleurs, c'est qu'on est vraiment juste dans cette ambiance un petit peu gothique, un petit peu sombre, parfaite pour Halloween, avec des personnages qui sont assez attachants, ça reste court, ça reste pour de la jeunesse, je suis clairement pas la cible, donc c'est pas un roman auquel je vais m'attacher, et je l'ai même d'ailleurs proposé à une de mes collègues de bibliothécaire pour l'intégrer dans son secteur jeunesse, parce que moi je sais très clairement que je vais pas le relire. Voilà, ça ne me marquera pas, mais c'était une lecture très sympa et que je vous conseille si vous avez des enfants dans votre entourage. Je dirais à partir de 12-13 ans, ça passe, voire même 11 ans si c'est déjà un très bon lecteur à 11 ans, ça passe totalement. Ensuite, j'ai lu et j'ai totalement adoré, j'ai enchaîné les 4 tomes des Archives des collines chantantes. C'est pour moi très clairement mon plus gros coup de cœur à ce stade pour cette année 2024 de lecture. J'ai totalement adoré, on est dans de la fantaisie chinoise, si vous aimez la fantaisie chinoise, allez-y. Surtout que ce sont des très courts romans, c'est pour ça que je les ai enchaînés tous les 4 en fait. Ils sont très très courts. Bon, ils sont assez denses en termes d'information, on n'a aucun temps mort et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, mais du coup ils se lisent très bien, très vite, même s'il faut rester un minimum concentré pour comprendre vraiment toutes les intrigues et les réflexions des personnages. Pour vous résumer un petit peu le livre, on suit Chi qui est un elfe qui descend de sa colline des archives chantantes, là où il a suivi sa formation jusqu'à maintenant de Delphes, et du coup il descend avec tout son matériel pour pouvoir récupérer, récolter le plus de fables, de légendes, de faits divers qu'il rencontre au fur et à mesure de ses voyages. Et voilà, il va faire plein de rencontres de différentes personnes de différentes régions de son monde, de son univers, et du coup récolter toutes ces petites histoires qu'il connaissait plus ou moins, mais racontées d'une différente manière. Et toutes ces légendes sont inspirées de vraies légendes chinoises qui existent vraiment. Donc je vous invite aussi à faire vraiment des recherches de votre côté, ne serait-ce que pour enrichir du coup votre culture de ce côté-là des légendes chinoises, si après les avoir lues, ça vous intéresse. Et voilà, c'est ça les Archives des collines chantantes, c'est un elfe qui récolte plein d'histoires. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu, on peut même classer ça, je pense, dans ce qu'on appelle la cozy fantasy, même si, comme je le disais, c'est un petit peu plus complexe que Legend and Net, par exemple, dans ce genre-ci. Mais on peut le classer, je pense, dans la cozy fantasy. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, si ce n'est voilà, les différents personnages de cet univers qui racontent les légendes et faits divers qui ont pu marquer leur région. Dans l'ordre, je dirais que le tome 3 est mon préféré, ensuite le tome 2, le tome 1 et le tome 4. Mais j'ai quand même adoré les 4 romans, le tome 4 est génial. C'est juste si je devais faire un classement des 4 romans, ce serait celui-là. Le tome 3 que j'ai préféré. Et en plus, je l'ai lu en même temps à peu près que 2 de mes autres collègues qui, pour elles, leur préféré était le tome 2, justement. Donc je sais que c'est une saga de fantasy. Pour le moment, je n'ai vu vraiment que des avis positifs, même auprès de mes collègues bibliothécaires, même pour elles d'ailleurs, c'était vraiment leur meilleure lecture pour l'une de l'année dernière et pour l'autre du coup de cette année. Et je les comprends totalement, moi vraiment c'est mon plus gros coup de cœur à ce jour de l'année. Ensuite, pour la vidéo collaboration avec Mila sur les œuvres originales vs les adaptations, j'avais mis dans ma longue liste que je lui ai envoyé les Alex Rider, et je me suis dit, comme c'était un petit peu flou encore dans ma tête, les Alex Rider que j'avais lus du coup pendant mon adolescence, je vais les relire, on ne sait jamais si elle les met dans le diaporama, autant que je sache un minimum développer ce que je vais dire si ils y sont. Bon, ils y étaient pas. Je vous mets la vidéo dans le petit i juste là si elle vous intéresse. Et du coup, j'ai relu les Alex Rider des tomes 1 à 6 parce que autant je venais de terminer la série que je ne savais pas qu'il y avait une série adaptée des Alex Rider. Et du coup, c'est en préparant ma longue liste que j'étais retombée sur les Alex Rider et vu qu'il y avait une adaptation,
que j'ai bien aimé. Franchement, c'est une série, ça vous prend pas la tête, voilà, c'est très divertissant. Et j'ai essayé de revoir le film parce que le film, pareil, était un petit peu flou dans ma tête, même si de mémoire, c'était pas un film exceptionnel. Et il est tout simplement introuvable. Je n'ai pas pu le trouver sur aucun site, ni de VOD, ni de streaming, ni de quoi que ce soit, ni même dans les réseaux des bibliothèques en DVD. Vraiment, je l'ai trouvé nulle part, ce film. Et du coup, voilà, j'ai relu les tomes 1 à 6. Et ben écoutez, c'était une très bonne surprise, une agréable surprise. Franchement, de mon point de vue, je trouve que les Alex Rider se lisent encore très bien. Pour une saga adolescent écrite au début des années 2000, on pourrait se dire ça a mal vieilli. Et en fait, non, je trouve vraiment que ça a assez bien vieilli, que même les adolescents de maintenant peuvent toujours totalement se retrouver dans les personnages, notamment le personnage de Alex Rider. Pour ceux qui ne situent absolument pas Alex Rider, on est vraiment sur la même thématique que les Cherubs, avec un adolescent qui perd son oncle et qui était persuadé que jusqu'à maintenant son oncle n'était que banquier. Mais en trouvant sa mort un petit peu bizarre et en enquêtant dessus, il va se rendre compte que son oncle n'était pas simplement un banquier, mais un agent secret du MI6. Et ses collègues du MI6 vont se rendre compte que l'oncle d'Alex l'avait plus ou moins formé à prendre la suite en tant qu'agent secret, en l'emmenant à chaque fois dans des vacances assez dynamiques pour pouvoir l'entraîner le plus possible, aussi bien corporellement qu'intellectuellement, en termes physiques qu'en termes intellectuels du coup, et que Alex Rider pouvait totalement rejoindre leur organisation d'agents secrets. Et comme les Cherubs du coup en plus, qui douterait du coup qu'un adolescent soit un agent secret, donc c'est la couverture parfaite pour qu'il puisse reprendre du coup les enquêtes laissées du coup de côté de son oncle, que son oncle n'a pas eu le temps de résoudre avant sa mort. Et c'est comme ça que Alex Rider devient un agent secret du MI6. Et ouais, franchement, je trouve que ça a assez bien vieilli, qu'on peut toujours se retrouver dans le personnage de Alex, qui n'est pas si stéréotypé que ça. Il y a notamment tout son côté psychologique, où petit à petit, il y a certains moments, notamment certains tomes, où Alex... et on le voit aussi d'ailleurs dans l'adaptation série, qui n'adapte pas forcément les tomes dans l'ordre, d'ailleurs je tiens à le préciser, où Alex a du mal psychologiquement à se remettre de ses affaires. C'est totalement normal, c'est juste un ado qui a 15 ans, je crois, ou 16 ans à tout casser, et qui est confronté à des enquêtes horribles. Il se passe des choses horribles et il a du mal à se remettre de ces enquêtes-là. Il n'a pas forcément la force psychologique pour ça, même s'il est très bien entouré, il reste quand même un côté un petit peu solitaire du fait que son entourage, même s'il l'entoure et qu'il y a quand même 2 personnes de son entourage hors agent secret MI6 qui sont au courant de son état d'agent secret, même s'ils sont au courant, ils n'ont pas vécu ce que lui a pu vivre, et du coup il a quand même ce côté-là assez solitaire qui fait qu'il a encore plus de mal du coup à se remettre de ses affaires, et il tombe de plus en plus profondément dans la dépression, dans un état psychologique sensible. Voilà, il a vraiment du mal à se remettre de ça, et je trouve que c'est très bien fait, très bien développé dans la série. Je m'y attendais pas, en fait, j'avais complètement oublié cet aspect-là de la série, et ce qui me fait dire que je devrais du coup aussi relire les Cherubs, que pareil, je les avais lus, mais ça reste quand même assez flou dans ma tête, les Cherubs, et que d'ailleurs en tant que bibliothécaire, je me suis fait la remarque que les Cherubs sortaient toujours extrêmement bien et très souvent des bibliothèques, alors qu'il n'y a eu aucune adaptation des Cherubs, contrairement au Alex Rider où j'ai l'impression que pour le coup les romans sont totalement oubliés des adolescents qui prennent du coup, qui viennent emprunter des livres en bibliothèque. Les Alex Rider, je les vois jamais passer, alors que les Cherubs, je les vois encore très souvent passer. Donc voilà, à voir du coup si je pense relire les Cherubs et voir si ça a aussi bien vieilli que les Alex Rider. Je les conseille du coup toujours si
de même vous les avez lus et que vous voulez les faire lire à vos enfants de votre côté ou aux enfants de votre entourage de votre côté, ça se lit toujours très bien, on se reconnaît toujours très bien dans les personnages et voilà, ça m'a vraiment surprise, je ne m'y attendais pas et du coup je compte bien poursuivre ma lecture de tous les tomes qui se trouvent dans le réseau des bibliothèques de Grenoble. Ensuite, je me suis tournée dans un thriller un peu plus adolescent, élevé par rapport à Alex Rider, on va dire même plutôt young adulte, voilà. Plutôt young adulte. Si vous avez vu Elite, je pense que vous devriez totalement accrocher à La fille invisible. On est aussi dans un thriller dans un lycée avec toujours cet aspect thriller pour adolescents. Et justement, c'est ce qui fait que j'ai pas trop accroché tant que ça, surtout que j'ai vraiment eu dans ma tête toutes les ficelles, tous les aboutissants de l'enquête très rapidement en fait. Vraiment à la moitié du livre, je crois que j'avais déjà tout compris à l'enquête. Donc ouais, il y a vraiment cet aspect très adolescent dans La fille invisible. Il y a une jeune fille qui est passionnée d'enquête, sa mère est médecin légiste et son père travaille dans la police. Et une de ses camarades de classe va être retrouvée morte au lycée. Et très vite, du coup, ça va être son entourage du lycée qui va être suspecté. Et cette fille-là, avec son meilleur ami, ils vont être très intéressés par l'enquête. Notamment son meilleur ami parce que lui avait eu des sentiments pendant un temps à la fille qui vient d'être décédée. Et du coup, il est d'autant plus intéressé à retrouver la coupable ou le coupable. Et d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai appréciées, c'est que dans ce duo de jeunes enquêteurs lycéens, il n'y a point de romance et franchement, c'était très agréable du fait qu'il n'y ait pas de romance assez stéréotypée entre les deux. Alors, il y a tous les deux développent des sentiments pour des personnes différentes, bien sûr, mais c'est des aspects qui, moi, m'ont totalement désintéressée parce que tout ce qui est côté romance, franchement, dans un thriller, je suis plus intéressée par l'enquête que par la romance, qui est en plus assez secondaire, mais voilà, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment l'enquête, comment les personnages allaient arriver à tels indices. Une fois que moi, j'avais tout compris l'enquête, comme je le disais, un peu moins de la moitié du livre, j'avais tout compris et du coup je m'attendais juste à savoir comment les personnages allaient comprendre tel ou tel lien. Il y a certaines évolutions de relations entre certains personnages qui m'ont agréablement surprise aussi. Donc vraiment les points forts c'est ça, c'est les relations des personnages qui évoluent plus ou moins de manière attendue, voilà, attendue. Par contre tout ce qui est côté enquête, thriller, pour moi qui ai en tout cas l'habitude d'en lire, j'ai très rapidement résolu tout ça. Si vous avez dans les 15 ans, je dirais 15-16 ans, voilà, si vous êtes au lycée, si vous avez aimé Elite, je pense que vous aimerez aussi ce thriller pour adolescents. Ensuite, en début d'année, en février, j'avais lu le premier tome du Secret de J. Du coup, j'ai lu le tome 2. J'ai lu le tome 2 du Secret de J, alors je vais pas du coup vous résumer le tome 2, sachez juste que on suit une bande d'héritiers qui étaient liés, dont les ancêtres étaient tous liés à un secret et qui étaient du coup refilés de génération en génération jusqu'à ce que certains de leurs ancêtres soient tous de ce groupe-là, soient tous retrouvés morts et qu'il n'y ait qu'un lot de survivants et que ce lot de survivants décide de se retrouver quand certains d'entre eux sont poursuivis par des assassins, un groupe d'assassins. Ils se disent que du coup ce secret-ci doit refaire surface sûrement pour une raison ou une autre, très certainement politique, et du coup ils décident de se réunir pour partir en quête de découverte de ce secret. Quel était ce secret qui leur est caché? Et j'ai été plutôt déçue de ce tome 2. Même le tome 1 m'avait pas spécialement plu plus que ça. Moi, ce qui m'avait vraiment accroché, c'était la plume de l'auteur qui raconte vraiment tout ça d'une manière très contée, justement, comme la manière d'un conte, comme un conteur, voilà, qui vous raconte son histoire. C'est très bien écrit, c'est très fluide. On est tout de suite plongé dans l'ambiance, mais alors par contre, ça reste vraiment de la
fantasy très classique. C'est très classique et c'est ce qui m'a un petit peu moins plu. Moi, maintenant que j'ai vraiment l'habitude de lire de la fantasy, je cherche quand même de la fantasy un petit peu plus complexe, un petit peu moins classique. Et là, même les personnages étaient très stéréotypés. Il y a notamment un des personnages féminins qui m'a supporté plus qu'autre chose. Il y avait peut-être deux personnages qui passaient, mais sinon, le secret de J, hormis la plume de l'auteur que j'avais trouvé sublime, c'est pas, enfin, sublime, très fluide, mais pas non plus hyper recherché, mais ça se lisait tout seul, quoi. Au-delà de ça, c'est pas un univers de fantasy que je retiendrai. Je pense pas du coup lire la suite de ce cycle-ci, les enfants de J ou un truc comme ça. Je pense pas lire la suite, du coup je vais en rester à ce premier cycle, du coup le secret de J. Voilà, si vous débutez dans la fantasy et que vous aimez vraiment la fantasy classique avec des héros, une quête et des aventures, foncez, foncez, c'est hyper divertissant. Il y a des personnages qui sont pas si stéréotypés que ça. Très clairement, moi j'ai préféré suivre la génération des parents, voire grands-parents, plutôt que la génération des héros de base que l'on suit, qui sont, comme je disais, très stéréotypés. J'ai lu aussi le premier tome des Gardiens des Cités Perdues. C'est pareil, c'est de la jeunesse, très orientée jeunesse, et pour le coup, je n'ai pas réussi à terminer ce premier tome. C'était trop jeunesse pour moi. Les Gardiens des Cités Perdues, on suit une jeune fille qui a toujours été très intelligente, plus que les autres de sa classe, qui est d'ailleurs à un niveau très avancé. Elle a sauté plusieurs classes, je crois qu'elle arrive au lycée, elle a genre 13 ans. Donc clairement, elle n'est pas apte à se rapprocher de ses camarades de classe qui ne sont pas non plus intéressés par elle. Et elle va se découvrir des pouvoirs magiques qu'elle se doutait déjà d'avoir depuis quelque temps, par un elfe qui va la retrouver et qui va lui apprendre qu'elle fait pas partie du monde des humains, qu'elle fait partie d'un autre monde, qu'elle est même une expérience, et du coup elle va partir en quête de révélation de tout ce qu'on a pu lui cacher, que ses parents actuels ne sont pas ses vrais parents, mais ce sont des parents adoptifs et qui lui ont toujours caché, non pas caché, je crois qu'elle le sait, je sais plus. Bref, en tout cas, je n'ai pas réussi à terminer ce premier tome et je ne pense pas poursuivre, sachant que il y a des tomes infinis dans cette saga-ci et qu'elle est toujours en cours d'écriture, il me semble. Tout n'a pas été traduit, tout n'est pas terminé. Je sais que c'est très apprécié du public, justement adolescent, young adulte. Mais j'ai eu ma dose déjà avec les Tara Duncan, c'est juste que je recherchais une nouvelle saga à la Tara Duncan justement, ou à la Harry Potter, à me mettre sous la dent pour pouvoir reprendre le plaisir de suivre une longue saga comme ça. Et bah clairement ce ne sera pas les Gardiens des Cités Perdues. Par contre, voilà, si vous êtes vous-même adolescent ou si vous aimez ce genre de littérature-là, n'hésitez pas, ça va très clairement vous rappeler les Harry Potter ou les Tara Duncan. Si vous avez aimé ces ambiances-ci, vous allez très clairement plus accrocher que moi aux Gardiens des Cités Perdues. Je ne laisse pas totalement tomber l'idée de reprendre un jour. Peut-être que là, j'étais pas tout simplement dans le mood, mais en tout cas, c'était pas pour moi pour le moment. Ensuite, j'ai lu Princesse Détective des tomes 8 à 12. Princesse Détective, si vous avez la flemme de commencer les détectives Conan en manga policier, parce qu'il y a plus de 103 tomes, ce qui est compréhensible, je vous invite du coup à découvrir les Princesses Détectives. On suit une jeune fille qui, avec ses deux camarades de classe, vont se lancer dans la construction d'un club de détectives au sein de leur lycée. Cette jeune fille a toujours eu des facilités de compréhension pour lier les indices des différentes affaires auxquelles elle est mêlée les uns aux autres, et c'est toujours plus ou moins elle qui résout du coup les enquêtes accompagnée de ses deux acolytes. Et elle se fait connaître sous l'identité de princesse détective une fois qu'elle enlève ses lunettes, une fois qu'elle se dévoile à la fin, quand elle découvre la vérité, elle dévoile que c'est elle, princesse détective. Sinon, c'est juste une lycéenne lambda comme les autres. Alors au début, vraiment, c'est très axé jeunesse. Par rapport au détective Conan, c'est vraiment que des petites enquêtes très faciles à comprendre, très faciles à résoudre. Et c'est vraiment très jeunesse. Mais
plus on avance dans la série, et c'est ça que j'aime vraiment dans Princesse Détective, et plus on a affaire vraiment à des enquêtes plus sombres, à une évolution des personnages, où on se rend compte que finalement ils sont un peu plus complexes que juste être des lycéens. Ils ont une vie un petit peu plus compliquée que ce qu'on pourrait le croire au début de la série. Et moi j'adore ce genre de série où on suit vraiment l'évolution des personnages, et que plus on avance dans les tomes, plus les enquêtes sont complexes, et plus elles sont complexes, et surtout plus les coupables sont difficiles à cerner et un peu plus dangereux qu'au début. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans les derniers tomes que j'ai découverts, donc jusqu'au tome 12, alors je crois que c'est à partir du tome 11, il y a justement quelques affaires, alors c'est vraiment genre 3-4 pages à chaque fois, d'enquête avec des indices où nous on peut vraiment résoudre, c'est vraiment des puzzles où c'est à nous lecteurs de résoudre ces indices-ci avec des puzzles ou des trucs comme ça sur l'image, et mêlé avec Détective Conan, le personnage de Détective Conan qui est toujours avec Kogoro, et du coup il y a un petit crossover que je trouve très sympa du coup entre Princesse Détective et Détective Conan et Kogoro. Voilà, c'est un clin d'œil assez sympa, j'ai trouvé. Et je vous invite du coup à découvrir ce manga, surtout que je le vois assez peu passer. Et surtout si vous cherchez, comme je disais, des mangas policiers, autres que Death Note ou Détective Conan. C'est vrai que des mangas policiers, il n'y en a pas beaucoup qui paraissent. Et vraiment celui-ci, pour moi, c'est un petit coup de cœur personnel que j'adore lire quand j'ai besoin, voilà, de quelque chose de léger. Et enfin, je termine avec le premier tome du Club de l'Ours Polaire, qui est une saga très jeunesse là aussi. Si vous aimez tout ce qui est ambiance à la désastreuse aventure des orphelins Baudelaire, au monde de Narnia, à la croisée des mondes, vous allez adorer, je pense, le Club de l'Ours Polaire. Comme je disais, je s'arrête très jeunesse, donc je ne suis pas la cible, j'ai pas autant aimé peut-être que ce que j'aurais pu aimer si je les avais découverts à l'âge auquel s'adresse cette saga-ci, donc je dirais à peu près 12-13 ans par là. Mais c'est très sympa à découvrir. On suit une jeune fille qui rêve de devenir exploratrice, sauf que dans son univers, il n'y a que des hommes qui peuvent le devenir. Et elle a toujours trouvé ça injuste parce qu'elle est vraiment passionnée par ça. Elle a été abandonnée quand elle était toute petite, et c'est un monsieur qu'elle considère comme son oncle, comme son père adoptif, finalement comme son vrai père, qu'il a élevé, qu'il a retrouvé et qu'il a élevé. Et ce père adoptif est totalement d'accord avec elle. Il trouve que c'est injuste que sa fille ne peut pas participer à ces explorations. Lui-même est explorateur du Club de l'Ours Polaire, et justement il y a une expédition qui s'annonce, une nouvelle expédition, et il décide de l'emmener avec lui, sauf que c'est assez compliqué du coup parce que il n'y a jamais aucune femme qui a accompagné la moindre expédition. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué pour la faire accepter de ses chefs de son club d'explorateurs. Mais il y arrive, elle part avec eux, elle va rencontrer 3 autres garçons. Et du coup, tous les 4 ensemble vont se retrouver très vite séparés des adultes, et ils vont devoir essayer de survivre tant bien que mal dans un univers, dans un endroit polaire. Donc ils y arrivent petit à petit à se faire confiance, à se rapprocher, même si c'est pas forcément évident parce qu'ils sont tous les 4 très différents. Et j'ai adoré du coup le début de cette amitié, ça fait très fortement penser au rapprochement qu'on a encore une fois dans les Harry Potter, dans les Tara Duncan, tout ça. Je vois totalement pourquoi une de mes collègues m'a dit: si tu as aimé les orphelins Baudelaire, tu vas aimer le Club de l'Ours Polaire. Il y a dans les écritures des personnages un côté un petit peu original qu'on retrouve et très unique qu'on retrouve dans l'ambiance des orphelins Baudelaire. Donc ouais, franchement, c'est une très bonne saga jeunesse que je recommande. Et j'ai très hâte pour le coup de lire la suite, et je pense aussi lire les spin-offs. Donc là c'est le Club de l'Ours Polaire, et je crois que l'autre c'est le Club du Calamar ou un truc comme ça, où du coup c'est pas dans des territoires polaires mais dans des territoires océaniques que se font ces explorations là. Donc ouais, c'est vraiment un univers que pour le coup j'ai très envie de continuer à découvrir.
Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce bilan lecture. Je suis assez contente d'avoir pu réduire un minimum le temps de cette vidéo. Vous dites-moi ce que vous avez lu cet été, si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces livres. Et sur ce, je vous dis très vite rendez-vous sur la chaîne pour de prochaines aventures.